Bonjour et bienvenue à la masterclass du Grand Prix des bibliothèques de Livre Hebdo, qui récompense chaque année leur politique d'accueil, d'animation, l'agencement intérieur, leur stratégie de communication. Et ce prix est en partenariat avec la SOFIA. Et nous recevons le directeur de la SOFIA, Geoffroy Pelletier. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la SOFIA et ensuite pourquoi vous êtes partenaire de cet événement? La SOFIA, c'est un organisme de gestion collective, avec deux singularités. La première, c'est qu'on est géré à parité totalement par des auteurs et par des éditeurs, de l'Assemblée générale jusqu'au conseil d'administration. Et puis la deuxième, c'est qu'on est entièrement dédié au secteur du livre. On n'a pas d'autre répertoire que le secteur du livre. Mais par contre, tous les secteurs éditoriaux du livre sont concernés, la littérature, la jeunesse, la bande dessinée, les sciences humaines, etc. Comme tout organisme de gestion collective, on a une mission de perception et de répartition de droits d'auteur. Alors les droits d'auteur qui sont gérés collectivement, à la différence des droits individuels qui sont eux gérés directement par les éditeurs. Et on gère principalement deux catégories de droits, le droit de prêt en bibliothèque et la copie privée numérique. Le droit de prêt en bibliothèque est assis sur les achats de livres qui sont effectués chaque année par l'ensemble des bibliothèques et qui sont répartis ensuite par la SOFIA aux auteurs et aux éditeurs. C'est à peu près 60 000 auteurs qui perçoivent du droit de prêt chaque année et un peu plus de 3 000 maisons d'édition. Et ça concerne 400 000 titres chaque année, ce qui montre aussi la diversité des acquisitions des bibliothèques. Et puis la copie privée numérique, elle est répartie chaque année sur la base de tous les instruments qui permettent la copie et la sauvegarde d'œuvres protégées sur des supports numériques et qui est redistribuée par la SOFIA pour le secteur du livre, aux auteurs et aux éditeurs qui sont adhérents de la SOFIA. À côté de ça, on a une action sociale, puisque avec le droit de prêt, on prend en charge aussi une partie des cotisations des auteurs du livre pour leur retraite complémentaire. Oui, les auteurs aussi prennent leur retraite et n'avaient jusqu'à présent pas de retraite complémentaire, donc on prend une part de ces cotisations. Et puis on a une action culturelle, elle basée sur la copie privée numérique, qui nous permet d'aider chaque année un peu plus de 350 festivals et salons du livre sur toute la France, toutes disciplines confondues. Et vous remettez un chèque de 5 000 € à la bibliothèque gagnante du Grand Prix de Livre Hebdo. Oui, c'est une proposition de Livre Hebdo et c'était une belle proposition sur laquelle il fallait absolument que la SOFIA soit partenaire, à la fois sur le Grand Prix des bibliothèques aujourd'hui qui nous rassemble, mais aussi sur le Grand Prix Livre Hebdo des librairies. Pourquoi ? Parce que les libraires et les bibliothécaires, outre qu'ils sont évidemment deux acteurs incontournables du secteur du livre, sont deux partenaires de la SOFIA pour le droit de prêt. C'est sur la base des déclarations des bibliothèques et sur la base des déclarations des fournisseurs de livres qu'on peut ensuite redistribuer le droit de prêt aux ayants droit, auteurs et éditeurs des titres qui sont achetés par les bibliothèques. Donc oui, c'était l'occasion pour nous aussi de retourner à nos partenaires un coup de chapeau, en mettant évidemment en lumière plusieurs bibliothèques, dont le Grand Prix, mais à travers ça, c'est l'intégralité de l'action quotidienne, régulière, tout au long de l'année des bibliothèques en faveur du livre qui était importante pour nous, et surtout d'associer libraires et bibliothécaires, de ne pas les opposer. La SOFIA, c'est aussi ça, c'est mettre en relation bibliothécaires et libraires qui font un travail complémentaire pour la diffusion du livre, et pas d'opposition. C'est souvent dans les villes où les bibliothèques sont les plus florissantes que les librairies le sont également. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre invitation et longue vie au prix Livre Hebdo. Donc nous allons recevoir les 8 lauréats du Grand Prix des bibliothèques de Livre Hebdo. Et nous commençons par 3, ici dans ce salon. Donc Claire Gourdon-Baillet de la Ludomédiathèque de Bordère et Lamançon. Bonjour. Nous recevons aussi le prix de l'accueil, donc Catherine Viard qui représente la médiathèque de la Boussole de Saint-Dié-des-Vosges. Bonjour. Et le prix de l'animation, Bordeaux-Lac, donc Gwenaëlle Cousin-Rossignol et Nathalie Landry. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, le Grand Prix. Donc, félicitations pour la bibliothèque de Bordère et Lamançon. Donc, vous avez reçu ce Grand Prix pour la qualité de votre accueil, de vos animations, de votre espace intérieur. Comment l'avez-vous reçu et que va-t-il changer pour vous ? Eh bien, ce prix, ça fut quand même une surprise parce que même si on avait postulé au Grand Prix en déposant 3 dossiers, on n'y croyait pas vraiment. Et en fait, on se disait qu'on avait surtout envie de vous communiquer ce qui se passait chez nous. Donc, c'était un très bel appel que l'on a reçu pour nous annoncer la bonne nouvelle.
Alors, ce qui va changer pour nous, c'est qu'on avait l'habitude, on expérimentait, c'est-à-dire qu'on testait des choses, on ne savait pas si on était sur le bon chemin. Et puis en fait, avec l'attribution de ce prix, vous êtes en train de nous dire que la route est bonne. Donc pour nous, c'est une super nouvelle, ça nous invite à aller encore plus loin et c'est une belle mise en lumière. Mais il n'y a pas que nous qui récompensons votre travail, parce que vous avez 2 fois plus d'adhérents que d'habitants dans votre village. Comment l'expliquez-vous ? Alors, c'est toujours un peu dur de répondre, mais je pense que voilà, notre structure est attractive, elle contient plein de supports culturels différents. On a de la musique, du cinéma, des magazines, des jeux vidéo, des jeux, des jouets, voilà, beaucoup de choses, ce qui fait que les gens sont prêts à faire environ 20-25 km autour de chez nous pour nous rejoindre. Et pas mal d'adolescents qui vous aident même à tourner des vidéos TikTok. Comment vous avez fait pour les apprivoiser ? Eh bien, on les a apprivoisés au fouet. Non, c'est des enfants qui ont grandi dans la ludomédiathèque et en fait, ils sont comme chez eux, donc ils y viennent régulièrement. Et quand j'ai vu votre question, je leur ai posé directement la question pour savoir qu'est-ce qu'il fallait répondre. Donc, ils m'ont répondu on aime beaucoup venir parce qu'il y a toujours des choses à faire et que vous êtes sympa. Voilà. Mais justement, vous appelez vos adhérents par leur prénom. Vous avez aussi réfléchi à votre banque d'accueil pour qu'elle ne soit pas un obstacle entre vous et l'usager. Quelles sont les autres techniques dans votre équipement qui permettent cette familiarité ? Alors, il peut y avoir des petites techniques, mais je pense que c'est surtout une volonté. C'est-à-dire qu'on est 2 à la ludomédiathèque de Bordère. Et quand un est à l'accueil, l'autre est en travail interne dans nos bureaux. Mais celui qui est à l'accueil est vraiment disponible que pour les usagers. Ça veut dire pas de travail interne. Ça veut dire qu'on peut passer une demi-heure à boire un café au coin café avec nos usagers, à papoter, à jouer, voilà, à faire de la médiation. On est vraiment disponible à 100% et je pense que c'est ce qui amène notre lien avec les gens. Et vous n'avez pas de bénévoles ? Non, on n'a pas de bénévoles, mais on peut considérer que tous nos adhérents sont des bénévoles, puisqu'en fait, dès qu'on a besoin de les solliciter à chaque occasion, c'est avec grand plaisir qu'ils viennent nous donner un coup de main. Et pour l'exemple, on a tourné un petit clip vidéo et ils viennent vraiment comme ils sont chez nous et on voit Patrice qui boit un café. Et en fait, on a dû réduire le plan de l'image parce que Patrice, il était en short et en crocs. Et est-ce que vous êtes inspiré d'autres bibliothèques ? Alors, il y a 10 ans, quand on a créé la ludomédiathèque, on avait vu le Grand Prix Livre Hebdo avec la bibliothèque Louise Michel, qui avait gagné. Et donc, on avait regardé cette ambiance qui en découlait, ce mélange d'animation, de culture. Et on avait dit à notre archi, c'est cette ambiance qu'on veut. D'accord. Parce que vous prêtez des jeux vidéo, aussi des moules à gâteaux, des coffrets de massage aux pierres chaudes et bien sûr des livres en illimité. Alors, l'illimité, comment faites-vous pour le gérer ? Est-ce que il n'y a pas trop de files d'attente ? Comment vous faites ? Eh bien en fait, non, il y a très peu de files d'attente, bon bien sûr sur les nouveautés, mais je pense que la multiplication des différents supports fait que les gens ne se sentent pas frustrés et si jamais ils n'ont pas exactement ce qu'ils veulent, ils se dirigent vers autre chose, donc on n'a aucun souci au niveau des attentes. Après, on prête au niveau des prêts insolites des choses un peu spécifiques, un château gonflable, ou, voilà, c'est des choses qui vont être empruntées occasionnellement, donc c'est vrai que pour l'instant, tout s'organise très bien. D'accord. Même les nouveautés, il n'y a pas de restrictions dessus ? Si, on essaye de limiter, on essaye de partager, bien évidemment. Vous le dites. Et quelles actions éco-responsables faites-vous ? Ça, c'est une grosse question. Alors, il y a quelques années, on avait créé un groupe avec des familles zéro déchet. On avait fait tout un module sur le zéro déchet, donc avec des familles témoins sur une année. Voilà, donc avec le Covid, ça s'est atténué, ça s'est arrêté et ces familles n'ont pas eu le besoin de revenir dans la boucle. Mais il y a des actions qui ont perpétué, comme notre cabane à dons. On a une cabane à dons qui est devant la médiathèque, qui a été fait conjointement avec notre agent technique et des jeunes d'un hôpital psychiatrique qui ont tout construit de A à Z avec des matériaux de récup. Et c'est vrai que cette cabane à dons, elle fait maintenant complètement partie du lieu parce qu'avant de rentrer dans la médiathèque, les gens se dirigent vers la cabane à dons. C'est une caverne au trésor, vous disiez. C'est une caverne au trésor, on y trouve de tout. Et on y trouve des trucs assez magiques, puisqu'on y a trouvé des sièges auto, des poussettes doubles, vraiment des choses de qualité. Et le jury a particulièrement apprécié le répit parental.
expliquez-nous ce que Alors, le répit parental, c'est une action qu'on a envisagée après avoir parlé avec une adhérente qui a 4 enfants de moins de 4 ans. Donc, elle me disait, le seul moment que j'ai pour moi, c'est le matin à 6 h du matin quand je peux aller faire un footing. Et je me disais, mais quand même, comment on peut l'aider? Je me disais, ici, je pourrais lui garder ses enfants le temps qu'elle souffle. Mais le temps que je me dise ça, il y en avait un qui était monté sur une chaise qu'elle avait rattrapée, un autre qui avait mis un Playmobil dans la bouche, elle avait mouché un nez, donc je me suis dit, non, c'est pas possible, on ne peut pas, mais on a pourtant ce lieu qui est propice et qui pourrait être super. Et en fait, on s'est mis en relation avec des jeunes stagiaires en formation babysitter de notre communauté de communes et on a instauré des temps de répit parentaux. Donc le samedi matin, les jeunes stagiaires gardent les enfants pendant que les parents bénéficient d'un atelier. Alors on a fait les relaxations au bol tibétain ou un atelier pour apprendre à masser et se relaxer. Et en parallèle de tout ça, on a dans un coin un peu cosy de notre médiathèque un siège de massage. Et du coup, il nous arrive de garder les enfants pendant un quart d'heure, des enfants qui ont l'habitude et qui nous connaissent, qui sont là comme chez eux, pendant que le parent peut s'octroyer un petit peu de temps pour lui. Alors, siège de massage, château gonflable, voilà, l'esprit est au tiers-lieu, mais la critique qui peut vous être faite, c'est quelle est la place au livre? Alors, tout comme une MJC, une maison des jeunes et de la culture, notre but, c'est vraiment d'éveiller, de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des gens. Donc en fait, tout est prétexte à la culture sous quelque support que ce soit. Ça peut être des jeux, des jouets, mais aussi des livres. Et pour vous rassurer, le livre, il a une place très importante parce qu'au niveau des emprunts, il a un très fort taux d'emprunt. Et on a aussi nos ateliers bébé lecteurs qui ont lieu une fois par mois. On a réaménagé notre coin manga pour être en accord avec les nouvelles demandes des jeunes. Donc on a déplacé, on a agrandi, on l'a modernisé. On a accueilli Agnès Ledig chez nous, l'auteur Agnès Ledig. Et en fait, on met en avant le livre, puisque par exemple, notre gros projet aussi, c'est notre projet pour aller à Londres sur les traces d'Harry Potter avec un groupe de 11 adolescents. Donc le livre a toute sa place. Voilà. Et les MJC, les médiathèques, comme les libraires et les cinémas, eh bien, on va tous dans le même sens pour la culture. Bien, très bien dit. Merci. Merci. Donc nous allons pouvoir passer au prix de l'accueil, qui a récompensé la Boussole à Saint-Dié-des-Vosges, tête de pont d'un vaste réseau. Nous accueillons Catherine Viard. Bonjour. Bonjour. Donc votre médiathèque a fait un gros travail sur la simplicité de son accès. Donc par exemple des horaires faciles à mémoriser. Mais comment faites-vous pour que les visiteurs puissent se repérer facilement dans les 2800 mètres carrés des espaces? Alors il y a un certain nombre de facteurs qui ont été pris en compte dans la conception de ce projet, puisque c'est une médiathèque toute nouvelle. Elle a ouvert le 11 avril de cette année, on a inauguré le 7 et on a ouvert auprès le 11. Et on a eu pendant toute la durée du chantier, qui était comme tout chantier plus long que prévu, du temps, et enfin pas assez évidemment, mais on a quand même eu du temps pour réfléchir à cette conception de l'accueil. Et donc effectivement, on part de la base. Avant même de pouvoir s'adresser aux gens, il faut qu'il y ait le moins de barrières possibles à la fréquentation. Donc, bon, il était entendu qu'on ne serait pas gratuit. Voilà, mais à partir de là, on voulait gommer le plus de barrières possibles. Donc, en effet, on a des horaires très cohérents. Des tarifs cohérents et peu élevés. Et puis, on a une signalétique qui a été plutôt bien pensée avec l'architecte. Des espaces, des ambiances différentes, puisque on a revu tout le plan de classement pour
travailler plutôt autour de centres d'intérêt reclassés en langage naturel, enfin, faire des cotes en langage naturel, etc. Et avoir des ambiances qui correspondent aux différentes unités thématiques. Voilà, mais tout ça ne serait rien, évidemment, sans la présence humaine. Donc, on n'est pas assez nombreux. Certains diraient qu'on est quand même un certain nombre. Mais bon. Alors, à travailler à la boussole, on est 20 ETP. Et on est en permanence 12 à chaque heure d'ouverture. Et 12 reconnaissables avec ou un gilet ou une banane aux couleurs de la boussole. Et en fait, on se rend compte que les gens se sont très vite appropriés quand même ce qui est un mastodonte. Enfin, c'est quand même une grosse unité pour un territoire qui est très rural, une ville-centre qui a 19 000 habitants. Une ancienne médiathèque qui était vraiment construite sur l'ancien, enfin qui était à l'époque tout à fait moderne, mais qui avait largement vieilli, qui était fermée depuis 4 ans. Et on a diversifié les services, on a diversifié les documents, l'espace, comme il s'agit d'une réhabilitation. Donc j'ai parlé des différents univers, ça c'est positif, mais il peut apparaître un petit peu comme labyrinthique. Et en fait, on constate que les usagers s'approprient très très facilement et les lieux et les services. Et last but not least, on a surtout travaillé sur le guide du lecteur. Voilà. Et ensuite, on a une fiche ou par service, ou par type de document, ou par type de public, depuis l'accessibilité jusqu'aux entreprises, aux professionnels de la petite enfance, les touristes, etc., puisque la boussole est abritée dans le même bâtiment que l'Office du tourisme. Et tout ceci conjugué fait que, en effet, les gens s'y retrouvent bien. Le maître d'œuvre, c'est chercher des travaux, mais aussi du mobilier, de la signalétique, ce qui permet d'assurer la cohérence des trois. Est-ce une synergie nécessaire pour une médiathèque réussie ? Chacun sait que le bibliothécaire a évidemment sa vision professionnelle et pense beaucoup en termes de fonctionnalité, et évidemment d'attractivité, d'intérêt pour son public, mais aussi en termes de fluidité pour les équipes. Le maître d'œuvre est plus ou moins à l'écoute de ces demandes et en général, ce qu'il met en premier, c'est l'esthétique, c'est sa patte architecturale. Parmi les bons côtés évidents, c'est en effet la cohérence visuelle, d'un certain point de vue, la cohérence fonctionnelle aussi, et puis une forme de simplicité, puisque c'est beaucoup plus fluide par rapport au calendrier de chantier, aux entreprises. On a une gestion en moins, une gestion qui est assurée par un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Pour le reste, tout dépendra du dialogue qui pourra s'instaurer entre nous, les utilisateurs, et le maître d'œuvre. Voilà. Qui ne prennent pas trop de pouvoir, et c'est le risque avec ce genre de fonctionnement. Et votre médiathèque est-elle dimensionnée pour répondre aux besoins de 77 communes ? Est-ce que c'est votre ambition ? Alors, c'est une médiathèque intercommunale qui est la tête de réseau d'un réseau qui comprend 6 petites médiathèques, 2 dans la ville-centre donc de Saint-Dié-des-Vosges, une en quartier prioritaire de la ville, la Boussole, donc centrale, et les 4 autres sont en territoire plus rural. Pas forcément, le maillage n'est pas optimal. On n'a pas terminé. On peut espérer mieux. Il reste des zones blanches. J'ai envie d'inverser un petit peu, de répondre à l'inverse. Pour nous, le défi, c'est plutôt de faire en sorte que
un maximum des personnes qui composent les 76 000 habitants fréquentent la boussole, hein, sachant qu'on est sur un territoire très étendu. Aujourd'hui, donc on est ouvert depuis à peine 6 mois, des habitants de 74 des 77 communes viennent chez nous. Donc on se dit que c'est pas si mal. Parfois c'est un habitant, donc on espère qu'il y en aura un petit peu davantage, hein. En tout cas, oui, elle est dimensionnée. Et elle n'est pas gratuite. Non, elle n'est pas gratuite. Et ça, c'était une volonté politique Oui. Faire payer l'accès à un Oui. service public. Oui. Voilà, donc pour compléter, donc le tarif est de 15 € à l'année, bien sûr, hein, pour les habitants de la communauté d'agglomération à partir de 18 ans ou à partir du moment où ils ne sont plus étudiants, sinon c'est gratuit. Ces 15 € donnent accès à 15 documents à la fois au maximum pour 4 semaines au maximum, l'accès à 3 plateformes de ressources numériques et pour les extérieurs, c'est 25 €. D'accord. Parce que vous avez des extérieurs? Oui, on a des extérieurs, Ah tout oui, à quand fait. vous parlez des extérieurs, c'est... À la communauté d'agglomération. D'accord. Et 12, donc vous le disiez, 12 agents parmi les 22 sont présents dans les espaces où circule le public. Ont-ils été spécifiquement formés à l'accueil? Non. Non. Alors, c'était un projet qui, pour diverses raisons, n'a pas pu se réaliser. Et au final, je suis assez contente que ça n'ait pas pu se faire parce que on l'a fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a travaillé en groupe de travail. Hein. Bon, je vous l'ai dit, on a eu un petit peu de temps. Et donc, on est parti de qui on était, de ce qu'on voulait, de nos spécificités. On se réunit une fois par semaine sur la question spécifique de l'accueil. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait vivre au quotidien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin, bien sûr, de retours extérieurs, qu'on n'est pas parfois en difficulté avec certaines situations ou certains publics et qu'on aura besoin d'un petit coup de pouce. Donc, on est en train un petit peu de tirer les leçons des 6 premiers mois pour avoir une ou des formations pour avancer sur ces sujets-là. Mais en attendant, il semblerait qu'on s'en sorte pas si mal puisqu'on a le prix livre hebdo de l'accueil. Et une originalité, c'est l'espace mutualisé avec l'Office de tourisme. Oui. Avez-vous songé à d'autres formes d'hybridation avec d'autres services publics? Alors oui, même si ça n'est pas un service destiné à l'ensemble de la population, mais on travaille étroitement avec le service du développement économique pour ouvrir certaines de nos salles et mettre à disposition certaines de nos ressources aux entreprises. Hein, donc on met à disposition pour des réunions, pour des petits déjeuners entreprises, pour l'utilisation du Fab Lab, puisqu'on a un petit Fab Lab, l'espace numérique, mais aussi on a un espace et un fonds Réussir, hein, autour de la formation tout au long de la vie. Hein. On a un problème d'employabilité hein, sur le bassin de vie de Saint-Dié-des-Vosges. Hein. Et donc les entreprises en retour nous font part de leurs besoins et donc on est aussi à leur écoute pour diversifier les supports, diversifier les services. Hein. Et on a aussi un espace de coworking. Voilà. D'accord. Bien, merci beaucoup. Merci. Donc passons au prix de l'animation. Nous avons adoré la bibliothèque de Bordeaux-Lac. Donc Gwenaëlle Cousin-Rossignol, vous êtes la responsable des bibliothèques du territoire Nord. Et Nathalie Landry, vous êtes responsable de la bibliothèque de Bordeaux-Lac. Et on a donc récompensé votre projet de comédie musicale. Comment est-il né ?
Alors pour commencer, je voulais préciser que la bibliothèque de Bordeaux-Lac, elle se situe dans le quartier des Aubiers, qui est un quartier politique de la ville. Elle est située à l'entrée de ce quartier et elle est très appréciée des habitants qui s'y retrouvent tous les jours et qui se sont appropriés la bibliothèque et notamment pour de la pratique amateur artistique. Alors, l'idée de la comédie musicale. Donc en fait, effectivement, on a à cœur de mettre vraiment nos usagers au cœur du projet de notre établissement. Et en fait, on les sollicite dans le fonctionnement au quotidien de la bibliothèque et dans la co-construction de nos projets d'action culturelle ou artistique. Donc nous les avons sollicités pour collecter leurs envies. Et là, ils nous ont fait part effectivement de leur envie de développer les pratiques amateurs artistiques telles que le théâtre, le chant, la musique. Ils nous ont fait part aussi de proposer quelque chose de positif, de festif, car nous venions de subir une période morose entre le Covid, les tensions sécuritaires, la mort d'un jeune du quartier. Et ils voulaient aussi porter un autre regard sur ce quartier, avec notamment des valeurs de générosité, de solidarité qui caractérisaient pour eux leur quartier. Donc avec Waïd Chakib, qui est donc comédien, metteur en scène et membre de l'association Alif, nous avons fait un débriefing et très vite nous est apparue l'idée, le projet un peu fou de monter une comédie musicale qui recensait un petit peu tous ces besoins. Et donc nous avons fait une réunion de présentation et effectivement les habitants, les lecteurs se sont de suite montrés très enthousiastes et très volontaires pour se lancer dans ce pari un peu fou. Parce qu'il y a eu des écritures, donc des ateliers d'écriture, de danse, de percussion, de théâtre, ils ont même confectionné les costumes. Donc ça a duré 6 mois, c'est ça? Même un peu plus. Plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Et donc, pas de problème pour les fidéliser, pour les garder de A à Z? Alors, en fait, le principe qu'ils créent tout de A à Z, effectivement, l'écriture, le chant, le théâtre, les confections de décors, les confections de costumes, jusqu'à l'affiche même du spectacle, était déjà pour eux très valorisant, très motivant et très enthousiasmant. Donc, ils étaient vraiment déjà, dès le départ, très motivés. Ensuite, effectivement, s'est posé le problème de comment mobiliser 150 personnes sur une durée quand même d'1 an. Parce qu'en fait, le projet a démarré en avril 2022 avec la mobilisation du public. Ensuite, de juin à décembre, sur toute la partie atelier et création. Mois de janvier, première représentation. Et mois de mai, deuxième représentation. Donc, en fait, j'ai fait énormément de médiation. C'est-à-dire que j'ai été présente quasiment systématiquement à toutes les répétitions. J'étais leur confidente, j'étais un peu leur repère, je remontais le moral lorsqu'il y avait des baisses de forme. C'était leur coach. J'étais leur coach, en fait, c'est ça. Et je les contactais chaque semaine individuellement. Pour donner l'avancée du projet, le programme de la semaine d'après. Parce que les 150 personnes participaient à tout, ou il y avait seulement un groupe qui s'occupait des costumes, un autre des décors, ils n'étaient pas tous en même temps? Non. Donc il y avait à peu près une quinzaine de personnes pour la confection des décors, une quinzaine de personnes pour la confection des costumes, 15 enfants pour les ateliers du cirque, 20 comédiens pour l'atelier théâtre, 10 percussionnistes et après il y avait 60 jeunes pour tout ce qui était danse et tout ce qui était chant, qui eux étaient encadrés dans le cadre scolaire par des professeurs de chant, de danse et de musique. D'accord. C'est aussi un projet d'éducation artistique et culturelle, c'est pas seulement une comédie musicale. C'est ça, vous avez associé. Quel est le profil des habitants? Vous avez su associer tous les âges? Oui, alors c'est déjà vraiment multiculturel, puisqu'on avait 15 nationalités de représentées sur scène. Le plus jeune participant avait 6 ans et le plus ancien avait 75 ans. Donc effectivement, c'est tout profil, tout âge. Il y avait des lecteurs, des habitants et des scolaires qui ont participé à ce projet. Et bien sûr, les professionnels
du territoire qui ont encadré tous les ateliers. Mhm. Et des bibliothécaires. Et 2 bibliothécaires également qui ont participé. Étaient, des acteurs. Et À part d'ailleurs, entière. la dimension multiculturelle fait partie de l'histoire. C'est un West Side Story. Ou dites-nous, résumez-nous l'histoire. Alors en fait, c'est effectivement, oui, c'est un West Side Story, oui. Bordelais. Ouais, effectivement. Alors en fait, ils se sont inspirés des faits réels de leur vie de quartier pour en faire un peu une histoire d'amour universel avec des amours contrariés. Et en fond, effectivement, il y a aussi l'évolution et la mutation de ce quartier qui a été construit dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez parlé de vos partenaires professionnels, par exemple l'association du lien interculturel, familial et social. Quels ont été les autres projets montés avec eux? Donnez quelques exemples. Ouais. Alors en fait, oui, c'est un partenaire de longue date, puisque l'association du lien interfamilial et social, ils ont les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire démocratiser l'accès aux livres, à la culture au plus grand nombre. Donc chaque année, avec eux, on monte un projet sur une année scolaire, avec une thématique. Donc on a déjà travaillé sur les costumes et les coiffes du monde. On a travaillé sur les cuisines du monde, sur les musiques du monde, sur les contes et légendes du monde. Donc avec à chaque fois une première période de sensibilisation et de mobilisation du public et aussi de collecte de leurs envies toujours. Une deuxième partie où on fait de la création et une troisième partie avec une restitution. Et d'ailleurs, c'est pour quand la 3e représentation? Ah, on nous la réclame. Alors, on a eu une proposition même au Maroc. Oui. Mais bon, déplacer 150 personnes au Maroc, c'était... Le contexte actuel ne s'y prête pas vraiment. Non. Et il y a aussi le problème du temps. C'est-à-dire que mobiliser autant de personnes sur plus d'1 an, ça devient vraiment très compliqué. Il y a exactement des situations familiales qui changent, des situations professionnelles qui changent, les scolaires qui effectivement, les collégiens sont passés au lycée, enfin voilà. Mais attention, l'aventure continue. Le groupe de percussionnistes a carrément créé leur propre association, les Tambours des Tours. Ils préparent le carnaval de mars 2024. Le groupe de comédiens continue d'intervenir régulièrement à la bibliothèque pour des lectures à haute voix théâtralisées dans le cadre de manifestations nationales ou locales, comme le Printemps de la Poésie, la Journée de la Femme, Bon Baiser de Chili. Donc, peut-être que c'était la dernière représentation, mais l'aventure continue. Mais super. Encore bravo. Merci. Changement de plateau. Nous sommes maintenant avec Justine Charenton-Masset de la médiathèque Laïga à Izon, qui a reçu le prix de l'espace intérieur. Cathy Mayer de la bibliothèque de Charenton-les-Ponts, des médiathèques de Charenton-les-Ponts, pour le service innovant. Et Élodie Collinet et Stéphanie Ducos de la médiathèque départementale des Landes pour l'innovation numérique. Bien, commençons avec Justine pour l'espace intérieur. Une question sur les ordinateurs portables, le mobilier sur roulette et une signalétique aimantée. Ça, c'est original. Pourquoi avoir un espace si modulable? Est-ce que vous changez assez souvent votre espace intérieur? C'est en fait dès le départ dans le projet d'établissement, l'objectif c'était d'avoir un aménagement totalement modulaire, et y compris dans la signalétique, de ne pas être figé dans nos espaces, d'où la signalétique aimantée qui a été conçue par notre graphiste. C'est-à-dire c'est lettre par lettre? Non, c'est section par section. Donc on va avoir poésie, roman, bande dessinée avec le public. Donc là, ça a été tout un travail qui a été fait avec notre conceptrice au niveau de la signalétique, Annalisa. Donc on a fait le recensement de nos besoins pour avoir une signalétique adaptée. Et donc l'objectif de nos grands espaces est de pouvoir les remoduler à l'occasion des événements, par exemple. Donc là, prochainement, en 2024, on va recevoir un concert d'une chorale avec un orchestre. Donc l'idée, c'est de laisser le plateau le plus
vite possible de repousser les étagères pour organiser ce concert au sein de nos espaces, d'où cette envie de modularité. D'accord. Et en plus, ce mobilier se veut éco-responsable. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Alors c'est vrai que sur le projet d'aménagement intérieur, nous avons privilégié la qualité à la quantité. Donc ça, c'était vraiment un fort désir de la municipalité, de l'équipe municipale en place. Et donc par exemple, au niveau du mobilier de confort et de convivialité, on a fait le choix de travailler avec des fournisseurs de mobilier français, locaux. Notamment du département, département des Landes, hein, nos voisins. Donc certains fauteuils nous viennent de la société Bosque qui est basée dans les Landes, donc avec aussi une veille par rapport au bois qui a été utilisé, donc vraiment biosourcé. Et même au niveau de la signalétique, donc on a travaillé avec Analisa et son installateur signalétique, voilà. Pour avoir une signalétique qui a le moins d'impact possible au niveau de l'ancrage, au niveau des encres utilisées, sur vraiment tous les aspects de l'aménagement. Et vous avez aussi investi dans du matériel robotique, oui. Une imprimante 3D par exemple. Comment rester cohérent avec l'image éco-responsable ? Alors, effectivement, on a toute une part de matériel informatique, numérique, donc imprimante 3D, ordinateur portable. Déjà, on a fait le choix aussi de privilégier la qualité pour avoir du matériel qui soit pérenne et qui ne soit pas remplaçable dans le temps, dans la durée. Et pour en venir à l'imprimante 3D, c'est un outil au quotidien. Par exemple, on a déjà eu le cas, une pièce de jeu de société qui est manquante, qui est perdue, peut être remplacée par l'imprimante 3D. Donc finalement, ça devient un outil pour éviter tout simplement de racheter et de consommer. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ça fait partie de nos missions de formation, d'information et de donner accès à ces nouveaux outils aussi au sein des médiathèques. Et quels sont vos projets d'aménagement pour la suite ? Alors, nos projets d'aménagement, c'est déjà de finaliser au niveau de la décoration, par exemple. On a envie de mettre des tableaux. Vous avez ouvert On a ouvert il y a 6 mois, le 15 avril dernier. Donc, de finaliser la décoration, mettre des plantes. On a envie d'apporter du végétal pour contribuer à cet environnement comme à la maison. Après, on est encore ouvert aux propositions de la part de nos usagers, avoir des espaces peut-être d'échange, de partage. Donc voilà, vraiment travailler en fonction des besoins de notre public. Et est-ce que vous allez faire de la récupération de mobilier ? Alors, on y pense. Récupération ou construction, on a la chance d'avoir sur Ison une association qui fabrique du mobilier, notamment à partir du bois de palette. Donc, on envisage de travailler ensemble et créer des chantiers un petit peu participatifs avec notre public. Voilà. Et notamment pour aménager votre patio. C'est une idée, effectivement, pour avoir un peu plus d'espace d'assises confortable pour la belle saison. On y songe, effectivement. Eh bien, on a hâte de voir ça. Merci. Je vous en prie. Bien, passons à Charenton-le-Pont. Pour le service innovant. Depuis quand travaillez-vous à rendre votre médiathèque accessible aux différents types de handicap ? Ce pourquoi on vous a récompensé. Alors moi, je suis arrivée en fait en 2019 au sein des médiathèques et tout de suite, je me suis aperçue qu'en fait, on avait des demandes du public. Aussi bien des parents qui ont des enfants 10, des personnes âgées qui souhaitaient avoir du portage à domicile, des choses comme ça. Donc avec l'équipe, on a travaillé dessus, ça a trotté un petit peu et on s'est vraiment commencé à mettre en place des choses en 2021 qu'on a intégrées dans notre projet de service, avec le soutien de la municipalité évidemment. Et on a vraiment travaillé dessus, ça fait 1 an. Où là, on a développé le portage à domicile, on a développé justement beaucoup de projets pour inclure tous les publics, parce que ça fait partie de nos missions. Et ça nous tient à cœur justement d'inclure tout le monde, et que tout le monde puisse passer la porte d'une médiathèque sans crainte, sans peur, et que tout le monde puisse cohabiter ensemble. Mais c'est pas du tout facile à faire concernant le portail internet. Parce qu'on inclut tous les publics, il y a certaines fonctionnalités qui sont incompatibles avec certains handicaps. Par exemple, pour les personnes malvoyantes ou dyslexiques, il va falloir changer la couleur de fond, colorer certaines syllabes.
et on ne peut pas faire tout en même temps. Alors comment faites-vous Alors, tout ce qui est pour les malvoyants, les caractères, la grosseur des caractères, le fond, là c'était déjà notre fournisseur de logiciels et de portails qui c'était dedans. Et après par contre tout ce qui est pour les 10, les différentes polices de caractères et tout ça, ouais, là c'était un gros travail de mon directeur adjoint, voilà, que je remercie énormément et qui s'occupe aussi du portail et de tout ce qui est médiathèque, numérique au sein des médiathèques. Et là, il a passé des mois et c'est encore en cours de toute façon, puisqu'il veut maintenant, on a déjà 5 polices différentes pour les dyslexiques, 5 adaptations, voilà. Et il veut continuer parce que normalement, il y en a 7. Et il veut continuer à créer les autres, voilà, et adapter de plus en plus. Mais comment travaille-t-il? Il fait une enquête ou il est aidé par... Non, en fait, il a regardé ce qui se faisait en fait sur d'autres sites internet et vraiment il adapte et il a réussi à trouver les polices, à recréer et après ça se fait, voilà, on va dire, une fois que c'est mis en place quasiment automatiquement. Les gens ont juste à cliquer sur en fait la police, l'adaptation qui leur convient et ça adapte toutes les pages du portail voilà, pour les personnes selon leurs besoins. Et chacune de vos actions, que ce soit sur le numérique comme dans vos médiathèques, s'appuie sur des partenaires? Oui, c'est essentiel, parce que sinon je pense que sans nos partenaires, on n'aurait pas pu faire les animations qu'on a menées. Par exemple, on a fait l'an dernier un énorme travail avec l'hôpital psychiatrique et les patients, qui se trouve juste à côté de chez nous. Et sur une année, en fait, on a fait des ateliers d'écriture, des ateliers d'art plastique, qui ont abouti justement à la création d'un livre d'artistes. Et sans les patients, sans le personnel soignant, sans le centre socio-culturel, on n'aurait pas pu mener ce projet à bout. Idem pour en fait, les ateliers en langue des signes ou tout ce qui est autour des fonds 10. Sans les enseignants, sans les parents, sans tous les publics, on n'aurait jamais pu faire ces projets et puis aboutir à quelque chose, quoi. Et des bibliothécaires sensibilisés aussi. C'est vrai qu'on a toute l'équipe qui, dès le départ, a été volontaire pour travailler sur ces sujets, qui ont voulu répondre à tout le monde. Les collègues se sont formés sans crainte, voilà, en se spécialisant un petit peu chacun. Il y en a qui sont plus sur l'accueil justement des personnes en situation de handicap moteur, d'autres qui vont être plus en direction des dyslexiques, en direction voilà, de la fracture numérique. Ouais. Et notamment, votre équipe s'est renforcée en février d'un bibliothécaire autiste. Oui. Et était-ce une candidature spontanée? Alors en fait, c'est quelqu'un qui habitait pas Charenton, qui a intégré Charenton, qui habite quasiment à côté de la médiathèque. Et en fait, c'est quelqu'un qui est quand même assez âgé maintenant, qui est venu avec ses parents et qui nous a demandé s'il pouvait venir travailler au sein des médiathèques, faire quelque chose qu'il avait auparavant travaillé déjà dans une autre bibliothèque. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas, voilà, on a contacté les ressources humaines, savoir si c'était possible, on a vu avec notre direction, et ils nous ont dit, allez-y si vous vous en sentez capable, voilà, de l'aider, de pouvoir. Alors ça n'a pas été facile au départ, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est autiste, qui avait des énormes difficultés, qui ne pouvait pas être en contact avec le public du tout, qui nous disait on va dire à peine bonjour au départ. Et maintenant, il fait vraiment partie de l'équipe, il est souriant tout le temps, il fait le tour de tous les bureaux pour dire bonjour à tout le monde. Nous, on a vu, franchement, du coup, ça fait 8 mois, énormément de progrès, quoi. Et puis, il fait partie de nous, de notre équipe, de nous, il est avec nous, il travaille avec nous, et voilà. Et il y a une animation, c'est la séance d'initiation à la langue des signes des bébés. Oui. Est-ce que les plus grands ont aussi droit à oui. ce genre d'animation? Alors, on a commencé, c'est parents-enfants, en fait, c'est parents et les tout-petits pour les 0-4 ans. Voilà, on dit bébé, mais c'est un petit peu plus. Là, on va passer du coup aux 5-9 ans pour cette année. Et on réfléchit pour le proposer aussi pour les adultes, évidemment, mais on voulait déjà initier les plus petits, puisque c'était aussi une demande de notre public d'initier, voilà. Et ça a été un travail qui a été fait aussi en partenariat avec les crèches, et voilà. Ok, très bien, merci. Ouais, de rien. Passons au service à l'innovation numérique. Donc,
Élodie Collinet et Stéphanie Ducos, pour une plateforme de formation des bibliothécaires et des bénévoles bibliothécaires. Qu'est-ce qui vous a décidé à créer cette plateforme de formation en ligne ? Alors en fait, l'idée d'adapter la formation initiale est une idée constante. La pandémie, en fait, et également le développement des outils numériques et des nouvelles habitudes de travail ont activé cette réflexion et cette proposition. Il y a eu à ce contexte-là des constats qui ont été faits de freins, notamment le déplacement des bibliothécaires pour venir en formation. Le département des Landes est un très vaste département et également les distances et la mobilité donc, peuvent être un frein, la disponibilité également des équipes. Donc du coup l'idée c'était aussi face à ce contexte de lever des freins et donc de permettre d'accéder à distance à des contenus donc accessibles en ligne et de pouvoir former du coup sur les fondamentaux du métier de bibliothécaire les équipes locales. Et comment incitez-vous les bénévoles, notamment, à se former ? Parce que ce qu'on me dit parfois des bibliothécaires départementaux, c'est que les bénévoles n'ont pas envie de se former. On les vient à la bibliothèque pour être libres, ils n'ont pas envie d'être cadrés par des formateurs. C'est en fait... alors, les bénévoles, comme les salariés, en fait, ont cette envie de participer à une qualité de service public et quand on peut les suivre comme on les suit, on a une relation en fait, de proximité dans l'accompagnement en tant que bibliothèque départementale, on les accompagne au quotidien dans leurs activités, donc finalement recueillir d'un côté des besoins ou inciter et identifier des attentes qui peuvent être localement sur des thématiques particulières. Dans l'accompagnement qu'on a au quotidien, ces besoins ils peuvent ressortir. Du coup, on peut facilement les orienter vers la formation. Et la plateforme de formation est d'un accès très facile et simple. Donc finalement, ils se retrouvent tout à fait dans l'outil. Et ça peut, comme je le disais tout à l'heure, lever un frein. Justement, certains nous ont dit qu'ils ne seraient pas venus en formation, ils n'auraient pas participé pour le coup à la formation s'ils avaient dû venir à la médiathèque départementale. Donc le frein a été levé et ça participe aussi à l'acculturation technique, finalement à ces outils dans lesquels on évolue tous. Donc, et puis il faut dire que la relation est particulièrement soignée tout au long de la formation, on les guide, on les accompagne fortement, donc ils ne sont pas tout seuls non plus. Exactement, ils ne sont pas tout seuls. Dites-nous en plus sur ce point. Il y a un certain nombre d'interactions à différents niveaux. Tout d'abord, les bibliothécaires formateurs organisent à l'issue de chaque module des séances interactives sous forme de classes virtuelles. Donc cela permet déjà une révision des notions et puis des échanges des questions. Ensuite, il y a les bibliothécaires de secteur qui restent à la disposition des stagiaires pour répondre à toute question pratique, technique, à toute question sur la plateforme. Et ensuite, nous avons mis en place un système de mailing par le biais d'une boîte dédiée. Donc les stagiaires sont régulièrement sollicités. Cela permet de rythmer la formation, cela permet de leur rappeler des échéances et également de leur envoyer des questionnaires de satisfaction à l'issue de chaque module. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Écoutez, globalement, ils sont très satisfaits. Est-ce que vous allez faire évoluer la plateforme ? Est-ce que vous avez déjà des idées On va la faire évoluer, notamment en intégrant un niveau perfectionnement à distance pour des bibliothécaires qui seraient plus aguerris et qui seraient justement à la recherche de ce temps de réflexion et un nouveau regard sur les pratiques professionnelles. Donc là, on a construit un socle de formation initiale. L'idée, c'est d'apporter un niveau un peu plus pointu. Et on va aussi peut-être le faire évoluer en se disant que comme on a réussi à faire une formation 100% à distance, on doit pouvoir maintenant moduler et faire une partie de la formation en présentiel et une autre partie à distance en fonction des modules ou des stagiaires qui composent le groupe. Et pourquoi revenir au présentiel ? Parce qu'on a une nouvelle salle de formation qui est équipée et qui nous permet de jouer justement à la fois sur du présentiel et du distanciel. Il y a des bibliothécaires qui aiment aussi retrouver l'interaction, même si l'interaction à distance, on a
vraiment voulu la maintenir grâce à des classes virtuelles qui sont organisées en fait tout au long de la session. On retrouve les stagiaires donc qui sont une petite promotion volontairement pour avoir cet effet groupe et faciliter l'interaction entre les stagiaires, entre les stagiaires et le formateur, et garder bien ce fil tout au long de la session entre bibliothécaires. Tout à fait. Mais vous formez aussi aux bases du métier. Oui. Et quels sont les différents parcours que vous proposez? Alors nous avons un parcours auto-formation et un parcours partenarial. Alors en fait, pour orienter les stagiaires vers l'un ou vers l'autre, nous nous intéressons à leur profil, à savoir leur niveau d'implication dans la médiathèque, leur ancienneté. Puis nous nous penchons également sur leurs attendus, à savoir s'ils souhaitent acquérir de nouvelles compétences ou en conforter, voir également s'il y a un projet de conventionnement avec le département ou s'ils doivent accompagner un projet plus spécifique sur leur structure. Et en fonction de ça, on va les orienter donc vers l'un ou vers l'autre. Alors la grosse différence entre les deux parcours réside dans l'organisation des groupes, à savoir que le parcours partenarial est un parcours qui organise des groupes, comme le disait tout à l'heure Élodie, en petit nombre en fait. Ça crée une émulation de groupe. Ça permet aussi d'avoir un suivi fin de chaque stagiaire. Par contre, l'auto-formation est beaucoup plus orientée vers l'autonomie du stagiaire, qui a une date de début de session, une date de fin, et qui à l'intérieur s'organise vraiment comme il le souhaite. Dans les deux cas, les bibliothécaires de secteur et les bibliothécaires qui ont réalisé les modules restent très présents et peuvent être contactés à tout instant. D'accord. Et pour avoir une idée sur donc le nombre de formés, est-ce que vous avez des chiffres depuis le lancement? Oui, alors le lancement il s'est fait en fait en début d'année, donc début 2023. On a fait 2 sessions pour le parcours partenarial et une 3e est en cours. Et puis donc sur le parcours autonomie, on a fait une session. Au total, à la fin de l'année, on aura formé 41 personnes. D'accord. Bénévoles et salariés du réseau. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes. Merci. Dernier plateau. Donc nous recevons la médiathèque de Brignais, Mélodie Calcani, qui a reçu le prix de la communication. C'est une nouveauté de cette 14e édition du Grand Prix des bibliothèques. Pour le prix de la petite bibliothèque, la représentante de la médiathèque des Deux Rives au Foga, Maïté Dambla, et la bibliothèque Hors de France qui a fait le voyage pour nous. Donc c'est la bibliothèque Guy Bellil de Saint-Eustache, Josiane Messier. Eh bien, commençons par le prix de la communication. Donc, votre médiathèque a diffusé des affiches à l'occasion de la rénovation de ces espaces. Quels ont été les différents projets d'affiches et les différentes idées? En donner quelques exemples. Alors en fait, l'idée, c'était vraiment de montrer les différents services que proposaient les médiathèques. Donc on voulait aussi essayer de briser un petit peu les codes, d'interpeller les habitants et la population. Donc il y a eu, on voulait vraiment faire participer les habitants. Les mettre vraiment au centre de la campagne. On a fait un casting, mais on a essayé vraiment d'aller sur des choses originales, voilà, d'interpeller au maximum. Et donc vous avez fait un casting. Comment ont-ils été choisis? Alors on a lancé un casting numérique. On a relayé sur les réseaux sociaux, voilà, par mailing aussi. Donc on a demandé aux habitants, à tous ceux qui voulaient, à tous les usagers, non-usagers, s'ils acceptaient de nous prêter leur image pour faire cette campagne. On a eu une 50aine de réponses de personnes âgées de 8 mois à 74 ans, donc très très vaste. Beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais bon, c'est... voilà. Et après on a essayé en fonction des storyboards qu'on avait établis, justement avec les différentes directions qu'on voulait prendre avec le service communication et des messages qu'on voulait envoyer. On a choisi par catégorie d'âge en se disant, bah voilà, là on aimerait un senior, là on aimerait un papa et son bébé. On a regardé les photos que les personnes avaient envoyées, puis on a fait un premier choix qui nous paraissait le plus intéressant possible. On voulait vraiment avoir une mixité aussi. Et ensuite, voilà, on les a contactés et on avait des deuxièmes choix.
Et finalement, les premiers choix ont joué le jeu et ça s'est super bien passé. On a enchaîné très rapidement avec la prise de photos, avec un photographe professionnel. Et voilà, c'était vraiment... le résultat est bien au-delà de nos attentes. Donc briser les codes. Donc il y a un senior qui a un t-shirt Superman qui lit une BD. Il y a une jeune étudiante qui lit Le Monde. Donc ça c'est côté campagne, mais en réalité, est-ce que vous êtes parvenu à casser les codes ? Alors en réalité, c'est peut-être pas si simple. C'est vrai que voilà, ce qu'on voulait vraiment avec la campagne, c'était interpeller, que les gens, en se baladant dans la ville, les habitants voient quelque chose qui attire le regard et puis un message un peu particulier, mais qui passe ce message-là, donc la médiathèque, déjà ça. Et après, dans les faits, c'est plutôt un travail de médiation. Donc ça, c'est vraiment en insistant sur le travail au quotidien, en créant des liens de confiance avec les usagers, en essayant d'être au plus près d'eux quand ils sont sur place ou quand on se déplace sur les extérieurs. Essayer vraiment, par exemple, d'organiser, c'est au travers de tournois de jeux vidéo intergénérationnels, d'aller proposer effectivement une lecture un petit peu différente parce qu'on connaît bien la personne. Voilà, d'essayer vraiment d'aller tirer et d'aller proposer des petites choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. C'est vraiment ce lien avec l'individu qui fait qu'on arrive à peut-être les faire sortir un petit peu de leur zone de confort. Donc la campagne, certes, elle l'interpelle, mais voilà, c'est vraiment un travail de terrain. Et le bibliothécaire, il est vraiment agent et il est vraiment là pour ça, pour faire ce travail de médiation. Et la diffusion sur les réseaux sociaux se fait dans un second temps. Pourquoi ? Alors en fait, on a voulu faire une campagne qui était la plus intemporelle possible, qu'on puisse réutiliser plusieurs fois. Donc on a fait l'année dernière notre première campagne d'affichage, donc c'est des panneaux sucettes format abribus dans la ville, où là on a vraiment diffusé largement. Et ensuite cette année, donc là en début septembre, on a fait une diffusion via les réseaux sociaux pour faire une piqûre de rappel. On a aussi utilisé les supports sur nos dépliants de communication, sur les actions culturelles, voilà. Donc on a essayé de la réinvestir. Et là on va probablement rediffuser en format sucette dans la ville. Donc l'idée c'est vraiment de la réinvestir sur plusieurs années en fait. D'accord. Et là c'était donc pour la réouverture de votre médiathèque. Est-ce que ça a porté ses fruits ? Est-ce que vous avez vu une augmentation du nombre d'inscrits ? Alors là aussi, c'est difficile de voir, de savoir exactement. Donc la médiathèque, elle a vécu 3 années de rénovation où on a refait les espaces, on a fait pas mal de choses. On a aussi ouvert plus, donc on a élargi nos horaires d'ouverture et on a inauguré ces nouveaux espaces en septembre de l'année dernière, au moment où on a lancé justement la campagne. Donc entre la campagne, la réouverture, voilà, on ne sait pas trop ce qui a joué le plus, mais en comparant les deux périodes de 2022 et de 2023, on a eu plus 78% de nouveaux abonnés. Donc après, voilà, d'où ça vient exactement, on ne sait pas trop, mais voilà, on a quand même une belle progression depuis qu'on essaye d'être le plus visible possible. L'idée, c'était vraiment de montrer qu'on existe, que les médiathèques sont là, qu'on propose des choses qui sont différentes. Oui, on ne traite pas que du livre, que les médiathèques ont évolué. Donc on essaye voilà, de se montrer et de faire venir le plus possible, de partager. Eh bien non, on essaye que les médiathèques voient le plus possible votre belle campagne. Merci. Donc, c'est pour ça qu'on vous a donné ce prix. Merci beaucoup. Maintenant le prix de la petite bibliothèque, donc le FOGA. Dans une petite bibliothèque comme la vôtre, quelle est l'importance des bénévoles ? Quelles fonctions ont-ils ? Alors les bénévoles, d'abord, je voudrais dire qu'ils sont vraiment enthousiastes et très dévoués. Donc ils aident à la mise en place des livres, des divers documents, à couvrir les livres que l'on reçoit, que l'on achète, à les répertorier, voilà, et aussi à proposer des animations. C'est très important dans une petite médiathèque. Oui, tout à fait, parce que ça complète vraiment l'équipe des 2 médiathécaires que nous avons. Et ça fonctionne très bien au niveau convivialité et projet. C'est vraiment, il constitue une force de proposition. Et d'ailleurs, je n'ai pas noté combien d'habitants encore au FOGA. Alors, nous avons 2100 habitants et nous avons à peu près 30% d'inscrits à la médiathèque. Et 2 salariés, ce qui n'est pas évident.
Oui. Des bibliothécaires de petites bibliothèques disent que Oui. c'est un vrai acte politique. Enfin, que... Tout à fait. C'est un choix politique et social aussi. C'est-à-dire que on est passé d'une petite bibliothèque de 20 mètres carrés à une médiathèque de 200 mètres carrés qu'il est difficile de gérer à une seule personne. Ça a permis une amplitude horaire d'ouverture plus grande, une proposition d'animation aussi plus ample, parce que une médiathécaire peut assurer une animation pendant que l'autre fait l'accueil. Ça nous permet aussi d'ouvrir pour des occasions exceptionnelles. Le samedi après-midi, pour des événements comme le patrimoine par exemple. On avait une animation le dimanche. Une spécialiste avait organisé une visite de pigeonniers. Voilà, c'était le thème du patrimoine l'an dernier. Donc ça, c'était le dimanche matin. Et une deuxième personne aussi permet plus de disponibilité envers les adhérents, parce que bon, une médiathèque pour nous, ce n'est pas une institution, c'est un lieu où on peut venir discuter, boire un café et faire des recherches, donc l'aide d'une médiathécaire est très importante. Voilà. On voulait garder au niveau de la bibliothèque cet esprit village que l'on a, cet esprit de convivialité. Et d'ailleurs, les usagers proposent eux aussi leurs animations, donc oui. Le bénévolat ne s'arrête pas. Voilà, on est tout à fait à l'écoute des propositions des usagers. Notamment, par exemple, quelque chose qui marche très bien, c'est Souvenirs d'ailleurs. Les usagers, certains usagers peuvent proposer un récit de voyage qu'ils ont fait, et avec des photos ou vidéos. Et après, ensuite, la mairie propose une dégustation lorsqu'on peut trouver des mets du pays qu'ils ont présentés. Et ça, c'est vrai que ça plaît beaucoup. Bon, ça a un aspect un peu exotique et un peu différent. Et j'ai oublié de vous présenter, mais Maïté Dambla, vous êtes adjointe à la culture. Voilà. Et donc pour qu'une bibliothèque réussisse, il faut un vrai soutien de la municipalité, oui. Même de vos collègues, vous, voilà. Élus municipaux. Alors, je dois dire que j'ai quand même l'écoute de mon équipe municipale qui me font confiance. Oui, lorsqu'on a ouvert, ça fait 2 ans à peu près, la grande médiathèque, il a fallu la meubler, il a fallu pas mal d'équipements, et c'est vrai que on a accédé à ce qu'on voulait, à ce que on voulait un bar pour la convivialité. Enfin, donc au niveau équipement, vraiment, je n'ai pas eu de problème. Et pour la suite, est-ce qu'il y a des projets ? Oui, alors on voudrait garder et développer peut-être aussi les sorties, les activités un peu extra-communales. Comme l'on avait fait, la mairie avait affrété un bus pour aller visiter un musée du chocolat l'an dernier à Noël. Voilà, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au niveau budget, bon, je n'ai pas trop à me plaindre. Voilà. C'est 3 € par habitant. 3 € par habitant, donc nous sommes 2100 habitants, plus un budget. Alors tout dépend, 3 000 à 4 000 € pour des animations, pour rémunérer des intervenants. Parce que en relation avec les expositions de la médiathèque départementale, on essaie d'organiser des animations avec des intervenants extérieurs. Là, on a eu sur le pastel, par exemple, et donc on les rémunère. Voilà. Bien, bravo. Et merci. Je vous en prie, merci beaucoup. Et pour terminer, le prix de la bibliothèque francophone à l'étranger, donc du Canada cette année,
merci d'être venu. Ça fait plaisir, c'est un honneur. Et ce qui frappe d'abord dans votre bibliothèque, c'est la beauté de son architecture, extérieure comme intérieure. A-t-elle été pensée comme un lieu de contemplation? Oui, à vrai dire, la bibliothèque a été construite en 2012, donc on fêtait ses 10 ans l'année dernière. Et le site qui a été choisi a vraiment été choisi parce qu'il est à l'entrée de la ville de Saint-Eustache. Il est à la croisée de deux grands axes routiers près d'une piste cyclable et il se veut vraiment un phare dans la ville, le pont entre la vie mouvementée de la ville et le calme de la nature et de la rivière des Mille-Îles. Donc, toutes les zones de lecture, de travail sont orientées vers la rivière des Mille-Îles. Donc, chacun peut s'y reposer en contemplant la nature. Et votre médiathèque met à disposition 175 000 documents, dont une ludothèque de 1048 jeux. Oui. Et en 2019, vous avez accueilli presque 10 000 livres imprimés. Comment faites-vous pour les choisir finement, ces 10 000 livres? Bien, à vrai dire, il y a beaucoup de choses qu'on va acheter en plusieurs exemplaires également parce qu'on a un bibliobus, on a des collections spéciales qu'on appelle les collections coup de chance. Donc, c'est des documents qui sont des nouveautés que les gens raffolent, donc on les met à disponibilité plus rapidement. Donc, c'est sûr que le choix est effectué par les deux bibliothécaires. Donc, mon adjoint Robin et moi, on se sépare le choix des livres. Et c'est sûr qu'on se base, là, comme vous, là, sur la pertinence des maisons d'édition, des auteurs, mais aussi sur les suggestions que nous font les usagers, puis ils en font quand même beaucoup. Donc, on essaie de refléter leurs intérêts dans la collection. Et on a une collection qui est diversifiée. On a des documents en gros caractères, on a des documents, des bandes dessinées, des romans, des documentaires. Et on a un local de généalogie également. Donc, on a beaucoup d'ouvrages de référence généalogiques et historiques. Donc vous êtes deux bibliothécaires, ce qui fait 0,44 bibliothécaires pour 10 000 habitants. Oui. Prévoyez-vous d'embaucher? Enfin, est-il prévu une embauche ou les visiteurs se débrouillent aussi par eux-mêmes? Bien, à vrai dire, on n'a pas exactement la même façon de nommer les employés à la bibliothèque. C'est qu'au Québec, on a plusieurs différents corps de métier. Donc, oui, il y a deux bibliothécaires, mais c'est l'équivalent de gestionnaires. Donc, les gestionnaires sont plus à l'arrière, on a moins d'interaction avec les citoyens. Et ceux qui vont s'occuper de les accueillir, de faire le prêt et le retour des documents, c'est les commis à la bibliothèque. Et on a aussi les techniciens en documentation qui, eux, vont faire de l'aide plus poussée à la recherche. Donc, un citoyen a une question sur un livre ou sur un sujet en particulier, ils vont pouvoir les aider. Et c'est les techniciens en documentation aussi qui vont cataloguer les documents, les indexer dans le catalogue pour qu'on puisse les rechercher. Et c'est eux qui vont faire les animations également. Donc, l'équipe de la bibliothèque, en tout, elle compte 33 employés. En tout temps, il y a un minimum de 5 employés dans la portion publique pour assister les citoyens. Et on a une particularité à Saint-Eustache qu'on n'a pas dans d'autres bibliothèques au Québec, c'est qu'on a la chance d'avoir, pour compléter notre équipe, 2 agentes. Donc, j'ai une agente administrative qui s'occupe plus de la paye et aussi là, des liens avec les fournisseurs. Et j'ai une agente de développement qui, elle, va créer des partenariats avec les écoles, les résidences pour aînés et les autres services de la ville. Donc, c'est elle qui développe les animations comme telles. D'accord. Et parmi les animations, vous avez accueilli des auteurs autochtones, organisé une balade contée, de la danse, un atelier de perlage et de création de capteurs de rêves. Oui. L'histoire des descendants des premiers peuples qui ont occupé le Canada avant la colonisation européenne. Est-ce un sujet sensible dans votre ville? Est-ce que c'était des projets délicats? C'est sûr que c'est très sensible au Québec, la question autochtone. Ce qu'on voulait surtout mettre à l'avant, c'était la culture, les traditions et la littérature autochtone. Donc, c'est vers ça qu'on s'est tourné et on a eu l'appui du conseil de ville et de la municipalité également et des autres services. Et ce qui a été très intéressant, c'est que pour pouvoir proposer quelque chose d'intéressant, on s'est adjoint les conseils de trois j'allais dire des créateurs, mais pas que. Il y avait des artisans Innu et aussi, mon Dieu, Innu et de Kanesatake, donc des Mohawks,
qui était là pour nous conseiller sur le type d'activité à mettre de l'avant, parce que ce qu'on voulait faire, c'était mettre à l'avant les 11 nations autochtones présentes au Québec et pas seulement une nation. Donc, ils nous ont aiguillés pour éviter certains clichés, pour aller montrer des choses plus pertinentes et aussi toute la question de la communication, comment parler de ces activités-là, de l'histoire des peuples autochtones. Donc, ils nous ont conseillé aussi pour ne pas heurter de part et d'autre. Donc, ça a été une belle collaboration pour ce projet-là. Votre ville compte 44 000 habitants. Oui. Et un peu plus de la moitié d'entre eux est abonné à la bibliothèque, ce qui est considérable. Vous avez en plus lancé un bus, c'était au mois de juin, c'est ça? Un bus littéraire. Oui, c'est le 30 mai. Ah, d'accord. Oui. Et donc ce bus se rend dans les écoles, les parcs, les résidences seniors. Et après, alors, comment comptez-vous atteindre encore plus? C'est sûr qu'on a beaucoup d'heures d'ouverture aussi. Avec 76 heures d'ouverture, on permet par semaine, on permet au plus de personnes possibles de venir à la bibliothèque. Ce qu'on cherchait cette année, c'était vraiment d'aller au-delà des gens qui ne peuvent pas se déplacer en bibliothèque. Donc, le bus à lire aura comme mission là, dans les prochains mois, prochaines années, d'aller pas seulement dans les résidences seniors, mais aussi auprès des personnes à mobilité réduite qui n'habitent pas dans une résidence. Donc, aller à domicile. On veut aussi diversifier l'offre de notre collection en ajoutant une grainothèque possiblement l'an prochain. Et on veut également diversifier nos animations pour aller chercher un petit peu des clientèles qui sont plus difficiles à aller chercher, par exemple les adolescents qui sont encore difficiles à convaincre d'aller fréquenter la bibliothèque. On pense notamment peut-être à la création de Fab Lab ou ce genre d'activité-là pour mettre en valeur les adolescents dans notre ville. Mais c'est sûr que la clé pour nous, ça va être de se faire connaître auprès des autres services de la ville, auprès des organismes, des écoles. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais de mon agente de développement. Elle a un rôle essentiel pour justement nous amener hors les murs et amener ceux qui ne nous connaissent pas à comprendre la nécessité qu'ils pourraient avoir envers nos services. Et faire une campagne de communication. Exactement. On va s'inspirer. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le jury a aussi distingué une bibliothèque au Bénin, celle de Parakou, Fondation Valais. Nous lui avons remis un coup de cœur. Et Didier Jaurès-Voitan nous en parle en vidéo. Chers collègues, bonjour. Je suis Didier Jaurès-Voitan, responsable de la bibliothèque du CAEB Parakou Fondation Valais. Une bibliothèque située au nord Bénin, à 450 km de Cotonou. Nous voudrions d'ores et déjà remercier le magazine Livre Hebdo qui a initié ce projet auquel nous avons pris part. Heureusement, la chance nous a donc souri une fois encore à travers ce prix collectif intitulé Prix Coup du cœur du jury du Grand Prix des bibliothèques. C'est une grande fierté pour toute l'équipe de la bibliothèque du CAEB Parakou d'avoir reçu ce prix pour la bibliothèque. Un prix qui honore une fois encore cette bibliothèque-là et qui la révèle désormais comme étant une des meilleures bibliothèques de l'espace francophone. Une fois encore, merci au magazine Le Livre Hebdo d'avoir pensé à nous, de nous avoir décerné ce prix et nous sommes vraiment contents. Merci à toutes et merci à vous d'avoir regardé cette masterclass du Grand Prix des bibliothèques Livre Hebdo 2023 et à bientôt.